Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Hakim El Karoui, fondateur du comité d'action pour la Méditerranée, et Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova, font la tournée des plateaux depuis quelques jours puisqu'ils publient un essai de politique fiction intitulé Sans eux, en nous projetant dans une France sans immigrés. L'apocalypse avant l'heure avec un certain Philippe de Villiers à l'Élysée, Bruno Retailleau à Matignon, une dystopie sur laquelle vous souhaitez revenir aujourd'hui, Perico, avec Nicolas Pouvremonty, auteur de d'immigration, mythe et réalité, paru aux éditions Fayard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas Pouvremonty, merci de revenir. Vous étiez là jeudi dernier, jeudi il y a 3 jours, mais ça passe tellement vite. Vous étiez là, nous discutions de votre livre, Immigration, mythe et réalité, et en réécoutant l'émission du service public d'hier, donc d'avant-hier maintenant, matin, je me suis dit, ce pauvre Nicolas Pouvremonty, mais il nous raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de mythe, il y a peut-être des réalités, il n'y a pas de mythe du tout, et les réalités, c'est que tout va très bien. À la rigueur, on manquerait peut-être d'immigrés, voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé, Nicolas Pouvremonty, de revenir. Alors, c'est pas qu'on est en débat avec le service public, mais j'invite le service public à pas toujours recevoir le même son de cloche. Nous-mêmes ici à Sud Radio, on reçoit les uns les autres, je vous reçois vous, et que monsieur El Karoui et monsieur Pech sachent bien qu'ils sont les bienvenus. Et si un jour on peut avoir une confrontation, un débat, un dialogue républicain, voilà, pour confronter les idées, voilà. Personne n'a jamais dit qu'il fallait, plus du tout expulser tous les immigrés. Il faut juste les réguler pour que ces gens-là, quand ils viennent en France, puissent profiter des valeurs et des vertus de la République. C'est tout. Pour les gens qui les reçoivent et pour ceux qui sont accueillis. Voilà, c'est un principe de gauche assez humaniste. La droite a droit de s'en servir aussi, et souvent, elle n'ose pas. Voilà. Plus précisément, Nicolas Pouvremonty, je vous ai demandé de revenir. Est-ce qu'il y a quand même quelques points précis sur lesquels vous vous inscrivez en faux dans ce que Hakim El Karoui et Thierry Pech et le troisième auteur affirment dans leur livre Sans eux? Écoutez, on a le sentiment à la lecture de ce livre, mais comme à la lecture de l'étude publiée par Terra Nova il y a quelques mois, donc Terra Nova dirigée par le même Thierry Pech et étude écrite par Hakim El Karoui, que la ligne qui nous est proposée, c'est on ne change pas une recette qui rate, parce que fondamentalement, dans ce livre, il n'y a pas de grande proposition de rupture. Il s'agit de poursuivre ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire une immigration nombreuse qui s'accélère de manière auto-engendrée, avec un discours qui est très présent, qui est celui de la nécessité économique de l'immigration. Il y a quand même un élément assez radicalement absent dans le livre de Thierry Pech et d'Hakim El Karoui, mais comme, hélas, dans la réflexion d'une part de leur camp depuis plusieurs années, c'est le fait qu'il reste en France, par exemple, 4,5 millions de personnes au chômage ou dans le halo direct du chômage. Nous avons un problème structurel de sous-emploi en France, un problème qui est d'autant plus marqué dans les populations immigrées ou d'origine immigrée. Malheureusement, le taux de chômage en France des immigrés, il est le double de celui des personnes sans ascendance migratoire. Le taux de chômage à la deuxième génération est aussi élevé qu'à la première, et il est même plus élevé sur certaines origines migratoires. Je n'ai rien lu dans le livre d'Hakim El Karoui et de Thierry Pech qui viserait par exemple à résoudre cette difficulté structurelle. En plus, il n'est pas question de dire qu'on va troquer 100% des postes sans emploi en France qui sont tenus par les immigrés, mais je pense qu'effectivement, il y a des Françaises et des Français qui pourraient occuper certains postes qui sont aujourd'hui occupés par des gens qui peut-être n'ont pas vocation à rester là ou qui n'ont pas forcément envie de faire ce travail non plus. Oui, bien sûr. La question qui se pose sera celle notamment des postes qui demain seront créés, auront besoin d'être créés dans une économie compétitive. On dit parfois que les Français ou les gens qui vivent déjà en France, qu'ils soient français ou étrangers de longue date, ne souhaitent pas faire tous les métiers. Il faudrait préciser qu'ils ne veulent pas faire tous les métiers à n'importe quel prix. Et il se trouve que l'immigration de travail nombreuse et peu qualifiée, telle que celle qui est soutenue par le livre dont nous parlons, mais qui est aussi soutenue par certains secteurs du patronat organisé depuis plusieurs décennies, elle contribue puissamment à entretenir le peu d'attractivité de ces métiers. Il est établi par un ensemble d'études universitaires récentes que l'afflux nombreux de travailleurs immigrés peu qualifiés a un effet à la baisse sur le salaire des ouvriers ou des employés natifs peu qualifiés. L'exemple archétypal qu'on voit beaucoup dans les rues de France aujourd'hui, c'est celui des livreurs à vélo. Vous voyez, quand on a vu émerger il y a une dizaine d'années les livreurs des plateformes numériques de livraison de repas, on citera peut-être pas de marque à l'antenne, mais chacun voit les sacs isothermes un peu couleur vive qui sont maintenant présents dans les rues des villes de France. Il y a 10 ans donc, c'était essentiellement des métiers étudiants qu'on faisait en complément d'un cursus universitaire ou pour se faire de l'argent de poche. Aujourd'hui, 90% des livreurs de repas à vélo font ça à temps plein. Ils sont à quasiment 100%, 98% des immigrés récents.
Les 2/3 d'entre eux sont en situation irrégulière. Leur revenu horaire moyen, c'est moins de la moitié du SMIC horaire. Leur temps de travail moyen par semaine, il est de 65 heures, avec des conditions de travail qui sont exactement celles que vous imaginez. Un livreur Uber Eats, on va quand même citer la marque, fait en moyenne 850 km par mois sur son vélo, sans compter le retour au point de départ. Que ça soit sur les conditions de travail ou sur les conditions de rémunération acceptées, par exemple pour ce type de poste, cette immigration nombreuse et peu qualifiée fait baisser les conditions sociales et économiques de l'ensemble de la population, et y compris des immigrés eux-mêmes. Alors, autre paradoxe en particulier pour des gens qui se disent avoir des valeurs de gauche, l'immigration non qualifiée pèse sur la baisse des salaires. Là, on dit toujours c'est le capital qui a importé cette immigration pour faire baisser les salaires. Une espèce d'optimisation salariale. Et on tombe dans le panneau et on trouve ça très bien. Et ils ne disent rien non plus de cet aspect-là. Oui. Alors, on peut y voir une forme de continuité dans ce que d'aucuns avaient appelé la stratégie Terra Nova. Vous savez, il y a maintenant 15 ans, Terra Nova a publié une étude qui s'appelait Gauche, quelle majorité électorale? C'était en 2011. Bon, c'était juste de remplacer le peuple qui votait mal. Donc l'ancien électorat socialiste et communiste se perdait dans des considérations parce qu'ils avaient peur pour eux. Et donc fallait les remplacer par autre chose. C'est Nietzsche. On remplace le peuple. On ne parlait pas encore de Nouvelle France, mais on parlait de la France de demain. C'était le concept qui était présent dans l'étude et qui se ressemble, ça semble. Non pas la social-démocratie finalement, mais plutôt du côté de la France insoumise. Mais en tout cas, c'était cette idée effectivement que la coalition victorieuse pour les forces progressistes, parce que Terra Nova se définit comme un think tank progressiste. Bien sûr. Ça n'est plus les classes populaires comme socle essentiel. C'est la coalition des urbains, des diplômés, de ce qu'on appelle les minorités sexuelles, et aussi des populations issues de l'immigration. Et dans ce cadre-là, les éléments d'inquiétude, les plus directement matériels, typiquement les niveaux de rémunération et les conditions de travail des ouvriers et des employés, passaient au second plan. Et il se trouve qu'il y a eu avant-hier une prise de position assez courageuse de François Ruffin, qui essaye de longue date d'incarner une gauche qui entend se soucier encore un peu des conditions de vie des classes populaires et qui s'est dit défavorable au principe d'une immigration de travail nombreuse, notamment pour cette raison-là. Et c'est vrai que c'est le genre de considération dont on est surpris que la gauche officielle ne s'en saisisse pas. D'autant qu'aujourd'hui encore, sans même parler des gens qui votaient à gauche mais qui ne votent plus à gauche, il reste dans l'électorat des partis de gauche d'aujourd'hui une bonne moitié d'électeurs qui considèrent par exemple que les niveaux d'immigration reçus en France sont aujourd'hui trop élevés. C'est clair, y compris dans la France insoumise. Bien sûr. J'abordais hier, puisque c'était le 50e anniversaire de la loi sur le regroupement familial de 76, là aussi, regroupement familial, avec des gens qui ont vocation, donc le conjoint ou les enfants, et non pas l'élargissement. Et là aussi, omerta totale sur le fait qu'il y a une déréglementation du regroupement familial, qui fait qu'aujourd'hui, 60% de l'immigration est... Alors, il y a pas 60% d'immigrés par regroupement familial par an, mais aujourd'hui, la masse des immigrés, 60% provient de l'univers du regroupement familial. C'est ça. En fait, le regroupement familial au sens strict, c'est une procédure particulière qui sont donc effectivement les étrangers extra-européens en situation régulière qui font venir en théorie seulement leur épouse et leur conjoint mineur. C'est une mesure humaniste et qui facilite l'intégration. C'était pas absurde. Qui est une mesure qui s'entend. Aujourd'hui, le continent de l'immigration familiale va bien au-delà de la procédure du regroupement familial. Et d'ailleurs, la France reçoit l'une des immigrations les plus largement pour motif familial de toute l'Europe de l'Ouest. Sur une période de 15 ans, 2005-2020, plus de 40% de nos entrées d'immigrés permanents se sont faites pour ce motif familial. Et ça pose beaucoup de questions, notamment, et là je pense moins à la gauche qu'au bloc central, quand on entend certains discours politiques qui nous expliquent qu'on va chercher à faire baisser l'immigration familiale, parce qu'elle pose un certain nombre de questions, mais qu'on va chercher à faire augmenter l'immigration de travail. Ça ne marche pas comme ça. Les deux sont corrélés, les deux sont indissociables dans l'état actuel de notre ordre juridique, notamment parce que le regroupement familial, dont nous fêtions hier les 50 ans, est l'archétype du point de politique migratoire sur lequel le gouvernement des juges a verrouillé tout ce qui aurait pu être fait par le pouvoir politique. Décret de 76 qui l'instaure. 2 ans après, le gouvernement Barre se rend compte qu'il y a quand même un problème. Il cherche à le suspendre. Le Conseil d'État l'en empêche. C'est la régistie. Donc le regroupement familial devient un principe général du droit. 93, ça devient un principe à valeur constitutionnelle. Puis le droit européen. Et donc demain, si on souhaite augmenter l'immigration de travail, on augmentera aussi l'immigration familiale. Et là aussi, omerta totale. Omerta totale. Voilà, et puis il y a vraiment aussi une forme d'hypocrisie en la matière, parce que je pense que les responsables politiques sont quand même très conscients de l'existence de cette procédure. Si il y a un champ de la politique d'immigration dont on parle beaucoup depuis 50 ans et à juste titre, c'est le regroupement familial. Donc il faut assumer soit une politique migratoire cohérente d'ouverture et de poursuite de l'accélération migratoire, soit une politique de reprise en main qui ne peut pas séparer de manière hermétique les motifs de travail et les motifs de famille. Et puis n'oublions pas le rapport de Charles Rodwell d'octobre 2025,
très précis, rapport exemplaire. Alors on peut aimer ou pas Charles Rodwell parce que considérer son travail a été reconnu par toutes les experts compétents. Là aussi pas un mot, hein, on oublie, allez hop, classé. Tout à fait. Et l'immigration algérienne, puisque Charles Rodwell a effectivement publié son rapport tout à fait sur les implications budgétaires de l'accord migratoire franco-algérien, c'est l'exemple de ce que produit le type d'immigration qu'on reçoit aujourd'hui, et notamment l'immigration à motif familial. L'immigration algérienne en France, elle est 2 fois plus familiale dans ses motifs que la moyenne du reste de l'immigration. Si vous regardez les titres de séjour nouveaux donnés à des Algériens l'an dernier, ils ont été 2 fois plus souvent pour motif familial que le reste de l'immigration. Ça doit beaucoup à l'état de l'accord franco-algérien qui élargit encore les conditions d'accès, par exemple pour regroupement familial, par rapport au reste des nationalités. La durée de résidence est réduite, les conditions de ressources exigées de la personne qui veut faire venir sa famille sont minorées, en tout cas elles ne sont pas majorées en fonction du nombre d'enfants. Le regroupement familial pour les Algériens s'applique aussi dans le cadre de ce qu'on appelle la kafala. Donc la kafala, c'est une forme d'adoption sans filiation qui existe dans le droit islamique, qui n'existe pas dans le droit français, qui ne vaut pas droit au regroupement familial pour les autres nationalités, mais qui marche pour les Algériens. Sachant que par ailleurs, puisque c'est un système qui n'existe pas dans notre droit, notre administration n'a pas de moyen de le contester, donc on remet au juge algérien le pouvoir de délivrer des autorisations d'entrée sur le territoire français. C'est vraiment l'incarnation d'un certain nombre de difficultés dont on a pu parler. Et c'est là où il y a eu des abus évidemment manifestes et qui provoquent des déséquilibres à l'origine, des inquiétudes et des malaises dans notre société. Bien sûr, et ça a des conséquences en cascade. On parlait des difficultés d'intégration dans l'emploi. Vous avez en France la moitié des femmes algériennes, par exemple, qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. Donc un phénomène de très faible intégration sur le marché du travail qui a beaucoup à voir avec les canaux d'immigration familiale qui ne sont pas corrélés, par exemple, au fait que ces femmes puissent trouver une place sur le marché de l'emploi et une intégration dans la vie sociale du pays. Vous n'imaginez pas à quel point Nicolas Pouvremont-Monti, votre ouvrage Immigration, mythe et réalité tombe à point. Voilà, quel déni de réalité de la part de ceux qui devraient au contraire s'en inquiéter, justement pour que l'immigration soit une chance pour la France, justement pour que les immigrés aient des conditions décentes de vie et de travail. On devrait participer aux réflexions que vous portez, celle de Charles Rodwell, et non, on nous fait une façade en disant c'est pas vrai, tout ça n'est que du racisme, de la xénophobie, évidemment un début de fascisme bien entendu. Nous sommes tous mobilisés par des idéologies malsaines, et ce sont eux les bien-pensants qui défendent la veuve et l'orphelin. Nous sommes les méchants, ils sont les gentils. C'est ce que je reproche au service public, n'est-ce pas? Ils peuvent vous inviter, je pense que vous seriez tout à fait disposé, Nicolas Pouvremont-Monti, à aller à une matinale de service public, soit pour exploser votre tel que vous le faites. Je ne sens aucune animosité, aucun racisme dans vos propos, et quelque part on se plaint de constater ce que vous constatez. On aurait aimé ne pas en arriver là, parce qu'on aurait pu l'éviter. Si les gouvernements de la République française avaient pris la responsabilité de façon courageuse, on n'en serait pas là. Donc, c'est certain. Et par ailleurs, moi j'ai déjà eu l'occasion de débattre avec Hakim El Karoui à plusieurs reprises, dont il y a 2 jours sur la chaîne d'infos télévisée de France Télévisions, et je le fais toujours évidemment très volontiers, parce que l'immigration, contrairement à ce qu'on me dit parfois, ça n'est pas un phénomène naturel, inévitable, irréversible, qui ne s'agirait que d'accompagner au mieux. C'est un peu la thèse de Thierry Pech et d'Hakim El Karoui. C'est un sujet politique, il est légitime qu'on puisse avoir des approches politiques différentes sur le sujet, mais ça implique simplement qu'on sorte d'un réflexe de grand déni et d'un réflexe qui vise simplement à occulter le débat, un réflexe d'obscurantisme, il faut le dire, qui reste très présent dans une part de la technocratie et du commentaire médiatique. La République française restera une terre d'accueil, c'est une valeur fondamentale, à condition que les gens que nous accueillons puissent recevoir le traitement et s'épanouir et acquérir ce qu'ils sont venus chercher. Parce que si on vient chercher quelque chose chez nous, c'est bien du bien vivre et du bien-être. Voilà. Donc c'est souvent quelque chose de différent de la société de départ, en tout cas. C'est peut-être une préoccupation aussi à obédience chrétienne. Hein. On ouvre la maison, voilà, pour que les gens que l'on reçoit, nous soyons dignes de les recevoir correctement et qu'eux respectent un peu la maison où ils sont accueillis, parce que nous sommes contents de les avoir et on espère qu'ils seront contents de rester avec nous. On peut voir les choses comme ça. On peut voir les choses comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'immigrés aujourd'hui qui se rendent compte qu'il y a un enjeu de saturation créé par nos politiques d'immigration, qui sont venus chercher en France à la fois un mode de vie, un niveau de vie, une qualité de vie en collectivité, avec un accès à des services publics, un accès à des opportunités individuelles, un accès à un esprit d'émancipation aussi. Et parmi les grands angles morts de l'immigration, de la politique d'immigration, outre les méconceptions économiques dont on a pu parler, il y a le fait que l'immigration, c'est aujourd'hui un fait social total. Au-delà des considérations économiques qui sont importantes et qui sont souvent mal comprises, ça emporte des transformations pour l'ensemble de la société. Et si des immigrés viennent en France, c'est généralement pour y trouver la France et pas autre chose. Et ce sont souvent les plus intégrés et les mieux intégrés qui sont les plus inquiets de ce qui est en train de devenir l'immigration en France. Voilà. Merci Nicolas Pouvremont-Monti d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio, d'être revenu pour vous expliquer. Toujours un plaisir. Voilà. Et je pense que, vu la situation, j'aurais peut-être souvent besoin de faire appel à vos connaissances. À très bientôt.